On est ravis d'être là avec Fabiano. Je vais juste donner un petit peu de contexte à notre échange avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Du coup, Fabiano, tu es un product designer expérimenté. Tu as un parcours hyper inspirant. Tu vas nous le raconter un petit peu après, très international aussi pour le coup. Et tu bosses aujourd'hui chez MetaLab, une agence canadienne. Tu es en remote. MetaLab, pour notamment peut-être les PM qui connaissent pas, c'est une petite agence canadienne qui a qui a fait Slack au tout départ, par exemple, pour vous donner un peu le niveau de Fabiano ce soir. Donc, on a du lourd. On est ravis de reprendre depuis Lyon. Fabiano, c'est un des premiers de la communauté product qui m'a accueilli. Et c'est vraiment un mec extra à qui vous pourrez poser toutes vos questions. N'hésitez pas, on va essayer d'aller dans le vif du sujet assez vite, mais le but, c'est aussi que vous puissiez vous poser les questions par rapport aux problématiques que vous avez, que vous soyez PM ou designer. D'ailleurs, on vient de vous lancer un petit sondage pour savoir un peu qui vous êtes ce soir. Et voilà, ce qu'on s'est rendu compte de nos discussions avec Fabiano, c'est surtout que le produit, c'est de plus en plus stratégique dans les boîtes aujourd'hui, que ce soit des startups, des scale-up ou même des plus grosses organisations. Ça prend une place de plus en plus importante et ça, c'est top, puisqu'il y a une maturité qui arrive vraiment. Par contre, on se rend compte que le product design, il y a un petit train de retard justement sur cette maturité. On sent que ça arrive, mais que c'est un peu poussif. Et que du coup, c'est dommage parce que nous, les PM, on a un peu encore du mal à faire de la discovery aussi, paradoxalement, dans notre quotidien. Et donc, ce qu'on va discuter, c'est justement de tous ces sujets un peu connexes entre les PM et les product designers. Et le but, c'est que Fabiano, à travers son expérience, puisse aussi répondre à toutes vos questions. Voilà, Fabiano, je te laisse te présenter. Comme ça, on va rattraper le retard. Ouais, je vais faire ça en 30 secondes, comme ça on va rentrer dans le sujet. Ouais, mais merci de m'avoir, je suis ravi d'être là. Moi je suis italien, je suis un product designer italien. Et je vis à Lyon depuis à peu près 2 ans et demi. Comme tu dis, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir travailler et vivre à l'étranger. Bon, même si je suis toujours à l'étranger, mais un peu partout en Europe et même dans le monde. J'ai toujours eu cette chance de pouvoir travailler dans des super boîtes et aussi dans des super endroits, notamment genre mon expérience dans le sud de la France chez Amadeus en tant qu'ingénieur d'abord et après en tant que designer, ou même chez Uniplaces et Farfetch à Lisbonne, au Portugal, mais aussi chez Hitch, un remote, où j'ai passé 2 ans avant de rejoindre MetaLab, l'agence que tu as bien décrit tout à l'heure, canadien, mais on est un peu partout dans le monde. On est une agence produit et on a des clients, des petits clients, des grands clients, des clients qui grandissent avec nous, comme notamment, quand tu disais Slack, mais aussi on a eu Uber, Google et plein d'autres clients que je peux pas dire malheureusement. Ok, ça marche. Je pense qu'on a quand même pas mal de PM ce soir. Merci pour ça. Est-ce que tu pourrais du coup nous repréciser, pareil très rapidement aussi, la différence entre la UX, UI, le product design? C'est quoi ta définition à toi, Fabiano? Ouais, c'est une question qui arrive souvent, notamment en Europe, je pense. J'ai pu me rendre compte en faisant des entretiens avec différentes boîtes dans différents pays. Il y a toujours cette question au bout d'un moment quand tu es en train d'embaucher un designer et c'est est-ce que tu es plus UX, est-ce que tu es plus UI? Et moi, je trouve que en fait, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Je trouve que le product design, en fait, c'est un peu les deux. Tu peux pas être un product designer sans avoir ton côté UX et sans ton côté UI. Et en gros, pour moi, le product design, ce qui fait un product designer, c'est en gros travailler sur une problématique et essayer de trouver la meilleure solution que soit la meilleure pour l'utilisateur, mais aussi pour le business et qu'il soit possible d'être implémenté dans des délais qui ont du sens sur 3 ou 4 ans. Et du coup, en tant que product designer, on fait plein d'activités, on fait de la recherche, on fait de l'analyse d'opportunités, on fait de la définition de problèmes, mais aussi tout ce que c'est idéation, testing, implémentation, bref, la discovery, quoi. Mais aussi, on essaie de se concentrer aussi sur une partie de delivery, notamment le fameux 80%, 20%, où il faut passer 80% du temps en tant que designer sur la discovery et 20% du temps sur la delivery. On parle de Marty Kagan, là, c'est ça? Exactement. Encore lui. Merci.
Merci à Mathieu, mon ancien Head of Product chez Hitch, qui m'a fait découvrir cette partie-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important et que j'essaie d'appliquer dans le travail tous les jours. Ouais. Du coup, si je reprends la définition, ce que tu nous dis, c'est que un bon product designer, il doit tout savoir maîtriser, les deux parties, mais surtout, ce qui va encore plus loin qu'un simple, entre guillemets, UX, UI, c'est qu'un product designer, ce qu'il va chercher avant tout, c'est résoudre un problème. Un peu comme Exactement. un PM, en fait. Exactement, ouais. Et c'est là qu'en fait, je trouve qu'il y a pas mal d'overlap entre les deux postes, entre la définition des deux postes, entre PM et product designer. C'est qu'en fait, on travaille en binôme, mais même, je dirais, dans une squad, sur une problématique. Et du coup, forcément, il y aura toujours un peu d'overlap entre les deux rôles. Ok, très clair. Bah, du coup, moi, quand je t'ai connu, tu étais chez Hitch. Hitch, c'est assez connu quand même pour avoir une culture très product. Est-ce que justement, tu arrivais à appliquer ce ratio 80-20, de passer 80% de ton temps sur la recherche quand tu étais chez eux, par exemple? Ouais, chez Hitch, c'était très simple dans le sens que c'est, comme tu dis, c'est une culture produit très poussée. Et du coup, on avait notamment genre mon head of design, mais aussi head of product, que nous poussait autant que designer à aller rencontrer les utilisateurs. Moi, à l'époque, je travaillais sur le côté chauffeur de l'application. Du coup, j'ai rencontré des chauffeurs à Lyon, mais surtout à Paris, pour faire de la recherche, pour essayer de comprendre les problématiques. Mais c'était pas toujours le cas, par exemple, dans mes expériences précédentes. C'est vrai qu'il faut remonter un petit peu dans le temps. 2016, par exemple, quand j'étais chez Uniplaces au Portugal. Uniplaces, c'est une marketplace pour étudiants et propriétaires d'appart pour les mettre en relation, pour louer en ligne. Et chez eux, c'était différent. C'était différent parce que j'étais embauché en mode un peu exécuteur. On a besoin de quelqu'un qui file quelque chose à faire aux ingénieurs. Et du coup, je me suis rendu compte avec mon collègue, on était que deux designers à l'époque, qu'en fait, on avait besoin de faire un petit travail de coaching, de montrer en fait la valeur de faire de la recherche aux PM et aussi aux ingénieurs, parce qu'ils nous demandaient souvent pourquoi on faisait certaines choses. Et en fait, on les amenait avec nous à faire des entretiens, à parler avec les utilisateurs. On faisait venir au bureau les étudiants. Donc, les PM ne faisaient pas du tout de recherche. Et c'est toi, avec le deuxième designer, qui a installé ça chez eux? Ouais. On peut pas dire qu'il faisait de la recherche. En tout cas, il faisait beaucoup d'analyse de données. Il faisait beaucoup d'écoute des équipes customer et support, que c'est très bien. Mais il y avait très peu d'interaction directe avec l'utilisateur, le client. Et du coup, ouais, on a dû montrer ça. Et c'est vrai que c'est très utile de le faire à deux avec ton PM parce que c'est toujours bien quand tu fais une interview avec ton utilisateur, d'être à deux, comme ça, une personne peut écouter et l'autre, elle peut prendre des notes et poser des questions. Mais du coup, comment t'as fait si à la base, ce qu'ils attendaient de toi, c'était de faire des maquettes, quoi? Si je schématise. Ouais, c'était pas simple. En fait, moi, mon expérience avec un des premières PM chez Uniplaces, c'était, j'avais une liste de choses à faire, des livrables à donner, mais je savais pas pourquoi je devais faire ça. Ouais. Pour moi, notamment, j'étais pas d'accord avec ça, mais bref, on a tous des livrables, des deadlines, des choses à envoyer. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler de cette façon-là et en donnant ce qu'il était attendu par ma PM, mais à côté, j'ai fait ma petite recherche. Je suis allé rencontrer les équipes Customer Care et Support. Je te posais juste une question. Je dis, c'est quoi la problématique qui vous gêne le plus aujourd'hui, côté étudiant? Moi, j'étais focus sur l'expérience étudiant. Ils m'ont sorti leur problématique principale. Et ce que j'ai fait, qu'à l'époque, c'était le mode de réserve et comment gérer les cartes bancaires. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai monté mon business case à l'intérieur de la boîte. Et en gros, je l'ai présenté au PM. En disant, voilà, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça c'est ce qu'on aimerait bien faire, c'est-à-dire aller voir pourquoi il y a cette problématique-là, c'est quoi l'impact de cette problématique-là et comment on peut la résoudre. Je veux pas dire que j'ai fait ça toute seule, j'ai fait le premier pas. Le truc qui était très très positif, c'était le mindset qu'ils avaient les PM chez Uniplaces, qui en fait ils ont vu ça, ils ont vu la valeur, ils ont vite compris que c'était très positif d'avoir ce genre d'approche. Et du coup, ils ont vite sauté dedans et ils ont dit, vas-y, on fonce, on fait ça. Et c'était très, très, très cool. Bien. Je pense que ça va aider pas mal de gens parce que du coup, si je résume un peu, je pense qu'on est beaucoup à vouloir passer
plus de temps à faire de la recherche ou en tout cas à l'installer quand c'est pas forcément le cas dans notre organisation. Du coup, si je résume, il faut pas demander l'autorisation, il faut faire son taf, enfin le taf qu'on te demande de faire, mais il faut accepter de faire des extra miles si tu veux amener du changement dans ces organisations qui sont un peu moins drivées par le produit. Ouais, exactement. En fait, il faut pas juste raconter, il faut montrer. Ouais. Il faut montrer comment faire. Et en fait, une fois que tu montres que c'est lancé, c'est difficile d'arrêter et ça peut être contagieux et les gens ils vont suivre. Ça, c'est sûr. Ok. Ouais, faut pas avoir peur de le faire en parallèle, quoi. Non. Je pense que c'est prioritaire dans une structure, dans une boîte où la culture produit, peut-être, elle n'est pas encore très poussée. Okay. Bah, du coup, tu parlais de recherche. J'aimerais bien qu'on parle rapidement aussi de l'amalgame qui est souvent fait entre la partie vraiment UX et la user research, parce qu'on parlait de ça dans la définition. On n'a pas trop parlé de user research dans la définition du product design. Toi, c'est quoi ton point de vue? Moi, je pense qu'un product designer, il doit être capable de mener ses propres recherches. C'est quelque chose de demandé. En fait, si on veut être vraiment très précis sur la définition de product designer, il doit être capable aussi d'avoir une compréhension technique et data, plus que la recherche, en plus de la UI, etc. Ouais. Mais c'est vrai aussi qu'il faut pas oublier que le UX researcher, c'est un métier à part. Il y a des professionnels qui font ça. Moi, ce que je veux dire en disant qu'un product designer il doit être capable de mener ses propres recherches, ça veut dire il faut avoir un profil où tu es capable de faire différentes choses et après, tu peux te spécialiser dans certaines choses. Ça peut être spécialiste de UI, ça peut être spécialiste data, ça peut être spécialiste de plein de choses. Mais en gros, il faut avoir toutes ces compétences. Et après, il faut pas avoir peur de si au bout d'un moment, on n'arrive pas à découvrir et à faire de la recherche comme il faut faire, de en fait embaucher ou travailler, collaborer avec des vrais UX researchers parce que bah, justement c'est un autre métier et ça demande des autres compétences. Ok. Bah, du coup, vu qu'on a Fabrice qui est là, ça veut dire qu'en fait, on pourrait appliquer son M&M's avec toutes les palettes en fait de compétences qu'on doit savoir maîtriser au product. On pourrait faire exactement ce qu'il a fait sur le product, sur les PM. On pourrait exactement faire la même chose sur le product design, quoi. C'est là où c'est pour ça que certains ont des colorations plus UI, plus proto et d'autres plus UX, etc. Data. Ouais, exactement. Et je pense que je trouve que c'est un peu des profils très similaires. Un PM, je trouve qu'un PM, il peut pas faire du bon travail s'il n'a pas de compréhension côté design. Et un product designer, il peut pas faire un joli travail s'il n'a pas de compréhension de côté management du produit, business, technique, etc. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'overlap entre les deux. Et je pense que dans certains cas, l'overlap, il est bien géré, et dans des autres, un peu moins. C'est-à-dire, des fois, on se cache derrière les rôles, le nom du poste, genre, moi, je suis PM, et du coup, je fais ça, ça et ça. Toi, tu es designer, tu fais ce qui est prévu pour toi. Et en fait, moi, le conseil que je veux donner, c'est en fait de ne pas avoir peur d'aller chacun dans la zone de compétence de l'autre. Le truc qui est important, c'est de le faire avec respect et de le faire ensemble, parce que c'est là qu'en fait, on a les meilleurs résultats. Ouais, donc en fait, si je te pose la question où s'arrête le product management, où commence le product design, toi, tu fais partie des personnes qui pensent que l'overlap, en fait, il va être de plus en plus fort et c'est un peu ce qu'on est en train d'observer, quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut pas se focus sur la frontière entre les deux. En fait, il faut pas penser à le nombre du poste. Il faut penser aux capacités. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des PM plus qui avaient des compétences beaucoup plus poussées que moi, par exemple, tout côté data. Du coup, je m'appuyais beaucoup à eux sur cet aspect-là, mais aussi avoir des PM qui peut-être ils avaient un peu moins d'expérience sur la prioritisation, ou sur la gestion du backlog, ou sur la définition du roadmap. Et du coup, avec mon expérience, on a pu collaborer ensemble et on a pu créer quelque chose ensemble en tant qu'équipe. Ça arrive aussi qu'il y a des product managers qui sont très très bons en design aussi. Ça peut arriver. Mais moi, je trouve ça génial. Mais justement, toi, tu réponds quoi aux PM qui veulent toucher à ton Figma, qui veulent commencer à faire des changements? Comment tu réagis?
Bah, moi, j'ai aucun problème. Ça dépend dans quel état on est du projet. Ouais, Mais moi, je trouve qu'avoir un PM qui, en fait, il te donne les insights, qui en fait, il partage ses idées, et qui est aussi, normalement, en tout cas, par rapport à mon expérience, le PM, il est toujours un peu partout dans la boîte. Il a plus de connexions. mm. En tout cas, dans une petite boîte, dans une Ouais, c'est startup, vrai. il a beaucoup plus de connexions autant que designer. Du coup, c'est bien d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui te partage tous ses ressentis, qui peut Ouais. venir de différents stakeholders. Du coup, je trouve génial le fait d'avoir un PM qui essaie de montrer les idées, de montrer les insights. Moi, je prends ça comme un truc très positif. On Ok. collabore ensemble. Et après, au bout d'un moment, quand c'est plus de l'exécution, bah, je dis, bah, te prends pas la tête, ça va aller plus vite pour moi de le faire. Et du coup, je le fais moi, tu vois. Euh, Ok. mais voilà. Ok. Et du coup, tu as envie de dire quoi aux product designers qui aiment pas justement trop et qui veulent un peu plus marquer les territoires entre guillemets, quoi. Bah, je pense qu'il faut pas le faire. Et ça dépend des sujets, ça dépend de la façon comment c'est fait. Si c'est toujours fait d'une façon très claire, très transparent, avec du respect, je pense qu'il n'y a pas de problème. En fait, moi, j'inviterais les designers Mm. à aller un peu plus vers le product manager, notamment en aller dans les meetings avec les stakeholders, par exemple, ou essayer de comprendre comment on définit certaines métriques ou pourquoi on ne peut pas développer certaines solutions parce qu'on a des limitations techniques, etc. Et j'invite du même côté les PM à venir découvrir un peu plus tout la partie design, c'est-à-dire venir dans les interviews, venir dans les workshops, Ouais. faire de l'idéation ensemble. Si vous aimez pas trop quelqu'un qui va bouger les choses dans votre fichier, bah, lui donner un accès, c'est gratuit, Figma, tout le monde peut avoir, par exemple. Il peut créer ces trucs à lui et le truc qui est important, c'est que d'avoir une discussion ensemble, d'être Ouais. sûr que vous arrivez à l'écouter. En fait, c'est les mêmes exercices que tu peux faire avec un utilisateur, sauf que c'est pas ton utilisateur, c'est ton PM. Ouais. Tu l'écoutes et tu essaies de comprendre ce qu'il a en Mm. tête et tu collabores. Je pense que c'est ça. Moi, ce que j'adore de nos discussions à chaque fois, c'est qu'on sent que t'as pas trop d'ego par rapport à ça et que le respect, c'est hyper important pour toi. Là, on en Ouais. revient peut-être un peu plus aux soft skills qui sont nécessaires pour bien évoluer dans une boîte. Ouais. Mais ouais, tu me parles beaucoup de collaboration, de respect. C'est quelque chose que tu arrives à bien installer à chaque fois avec tes PM, justement. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir toujours des super relations avec mes PM. J'ai peut-être eu de la chance, mais je pense que ça se travaille aussi, Ouais, notamment quand soit toi tu arrives après le PM ou le PM il arrive après toi. Il y a toujours un petit travail à faire, encore plus si on travaille en remote, ouais. parce qu'on a moins d'itérations possibles. Ouais, Du coup, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire la communication, elle est hyper importante. Et maintenant qu'on se voit encore moins, il faut faire un effort pour communiquer de la meilleure façon transparente. Et justement, comme tu dis, mettre à côté les égos et en gros, juste être sûr qu'on veut la même chose, qu'on travaille pour le même résultat. Euh, le ouais. designer, il doit avoir beaucoup de compétences. Le PM, il doit avoir beaucoup de compétences. Mais il Mm, faut qu'ils collaborent, il faut qu'ils travaillent ensemble. mm. Euh, essayer de débloquer cette collaboration-là, ça va en fait, c'est dommage en fait. On va perdre des opportunités. C'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment dans ton expérience où ça a tellement bien marché que justement vous arriviez à faire cet overlap? Je me souviens un moment quand tu étais chez Hitch, tu me disais ah, en ce moment je fais PM parce que bah il y a eu une réorganisation. Je dis ah, bah ouais carrément tu fais PM quoi. Tu fais des Ouais, ouais, sprints, ouais. c'est quoi? Ouais, je me suis trouvé un peu dans les deux conditions. Je me suis trouvé dans une squad où on n'avait plus de PM et je me suis trouvé aussi dans une condition où une autre squad où il n'avait pas de designer. Du coup, Au ce même qu'on a moment. essayé de faire, euh, pas au même moment, mais dans deux moments très très proches. Ok. Du coup, quand j'avais pas de PM, il y a eu deux choses très importantes à faire. Premier, c'était justement d'aller chercher de l'aide dans l'équipe produit. Ok. Et du coup, notamment, pas en disant, OK, j'ai pas de PM, du coup, je sais pas quoi faire, mais en réfléchissant et en se disant, OK, on a quand même toujours notre objectif, ils sont clairs, comment on peut arriver à ces objectifs-là? Faire Ok. un plan et aller voir avec eux
si ton plan avait du sens ou pas. Okay. Et pareil, de l'autre côté, quand j'ai eu à supporter des PM qui n'avaient pas de designers dans leur squad, c'était un peu le concept qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de office hours, genre réserver du temps dans ton calendrier pour collaborer avec des gens en dehors de ton projet, en dehors de ton squad. Là, c'était pareil. Je suis allé voir le PM en disant, écoute, si tu as besoin de l'aide sur cet aspect, bah, on se prend un petit moment ensemble, on travaille sur ça ensemble et on collabore. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Et moi, c'est faisable et je donne le conseil de le faire parce que moi, notamment en faisant cette petite partie de ma carrière en tant que PM, j'ai pu comprendre la valeur qu'il y a un PM dans une squad. C'est vraiment, moi, je trouve que le PM, c'est toujours le moteur de motivation dans Ok. une squad. Ah ouais, c'est Et, ça que tu retiens comme ça. Ok. ouais, je pense que oui. Je pense que peut-être que c'est la façon comme on a l'habitude de travailler, en tout cas comme j'ai vu moi dans mon Mhm. expérience, c'est que en fait on met beaucoup de pression sur le product manager. On s'entend beaucoup de cette personne-là. Et encore une fois, j'ai eu de la chance de trouver toujours des gens très positifs et avec des capacités de motivation de l'équipe. Et je trouve que ce genre de profil-là, en tant que product manager, bien sûr, il ne doit pas le faire toute seule en tant que designer. On Ouais, c'est doit sûr. aider sur ça, mais ça fait vraiment changer la façon comment on travaille à l'intérieur d'une équipe. Trop bien. Bon, on dirait que tu as eu des bonnes expériences. Ouais, je garantis. Et, c'est trop bien. Du coup, est-ce que tu as des conseils peut-être à donner aux PM qui nous écoutent ce soir sur comment bien collaborer avec un product designer? Qu'est-ce Je qu'ils pense doivent faire pour que, que ça marche bien, eux, de leur côté? ouais, je pense, je suis curieux de savoir si il y a dans les gens qui nous Dans la écoutent salle? dans la salle virtuelle, s'il y a des gens qui ont justement des problématiques de collaboration avec le designer, et c'est quoi ces problématiques-là. Mais en Ouais. tout cas, moi, le petit conseil que je sens de donner, c'est qu'il faut aller voir. En fait, il y a deux choses, je pense, à faire. Un, il faut aller voir le travail et l'impact qu'il y a le design, la recherche et la discovery. Et ça, Mm. c'est un designer qui peut vous montrer. Allez vraiment demander au designer, allez, je viens avec toi la prochaine fois que tu fais des interviews ou que tu travailles sur une partie des idéations. Et, la deuxième fois, c'est de ne se pas retenir. Si vous avez des idées, si vous trouvez qu'il y a certaines choses qui c'est mieux, il faut améliorer, même dans le côté du design, c'est de le dire. La communication, encore une fois, je reviens là, c'est la partie plus importante pour la collaboration. Ouais. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, on en revient beaucoup aux soft skills, quoi, du coup, comme on parle dans le chat en ce moment, quoi. Ok. Ouais, Et du coup, exactement. dans les organisations qui sont très product driven, peut-être comme tu as eu chez Itch ou comme tu as en ce moment chez MetaLab, tu as quand même un PM pour un product designer, ce qui fait que tu peux dérouler des problèmes beaucoup plus facilement et justement aller beaucoup plus vite ou en tout cas mettre beaucoup de collaboration. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'organisations où tu as un, deux, trois PM pour un seul product designer. Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu ça? C'est quoi ton expérience à toi là-dessus? Comme je disais, j'ai vécu un peu partiellement ça. On a eu un moment chez Hitch qu'on avait plus de PM que de Ouais. designers. Après, ça dépend. Des fois, il y a des parties de ton produit qui n'ont pas besoin de design. Et genre, je vais juste faire une petite parenthèse sur ça. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin de design, mais ils n'ont pas besoin de beaucoup de création visuelle, d'interaction et de Ouais. flow à créer d'un point de vue visuel. Ils ont plus besoin de l'aide sur le testing, la recherche. Ouais. Du coup, ça m'est arrivé de voir ça. Moi, Ouais. je conseille toujours Il faut que toujours avoir une binôme. le kit UI ait un bon design system en place, quoi. Oui, mais aussi, je demande aux designers et aux PM de se parler dans le sens, c'est toujours, même si tu as un design system, ça peut aller très rapidement, ça peut changer les choses très rapidement. Ça ne veut pas dire que si tu as un design system, les gens ils l'utilisent.
On ne Oui, demande pas à un product manager de l'utiliser non plus. c'est vrai. Par contre, ce qu'on peut demander au product manager, c'est de dire, bon, j'ai pas de designer, mais je vais voir quelqu'un dans l'équipe design. Ouais. Je lui dis, écoute, j'ai créé ça. Comment on peut faire pour être sûr que, en fait, ça respecte, par exemple, les guidelines. Et c'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps, je pense. Ok. Ouais, donc en gros, ton conseil, c'est d'essayer de bien répartir ton temps en fonction de là où il y a le plus besoin de ton expertise à toi, quoi. Ouais, exactement, exactement. En fait, il faut toujours revenir à l'expertise et les capacités. Il faut toujours aller chercher la personne qui a cette capacité et n'avoir pas peur de demander de l'aide et de pouvoir collaborer. Ouais. Chacun d'entre nous dans une boîte, il a des compétences Ouais. et il faut qu'on travaille chacun avec ce qui sait faire le mieux. Hmm. Complètement. Bah écoute, merci Fabiano. Moi, ce que je te propose, c'est que JB revient sur scène là, parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de questions. Notamment, j'ai vu une question passer sur comment tu passes de 20% de discovery à 80% de discovery. Et après, je laisserai JB prendre le reste des questions parce que j'ai pas eu le temps de toutes les voir. Mais je pense que c'est un peu le cœur de ce dont on a discuté ce soir, quoi. Ah, c'est top. C'est vraiment celle qui pop en plus en premier, donc c'est Ok, parfait. super. J'imagine que c'est une question en tant que product manager, comment passer de 20% à 80% ou peu importe. C'est une question de David et je pense que c'est de manière générale pour les structures, de ce que je comprends moi en tout cas, hein, c'est quand on est dans un rapport inversé, comment est-ce qu'on fait pour inverser la vapeur, quoi. Je pense qu'il faut prendre le temps de montrer en fait l'impact qu'on peut avoir quand on fait pas de recherche. En fait, il y aura toujours quelqu'un qui vient dire ah mais ça prend du temps pour faire de la recherche. On n'a pas les moyens, on n'a pas le budget. Si on n'a pas les compétences, c'est une autre question, mais même sur ça on peut discuter. Mais le budget étant, c'est pas des bonnes raisons pour pas faire de la recherche parce qu'en fait une boîte il n'a pas l'opportunité ni de perdre de l'argent, ni de perdre du temps. Et en faisant de la recherche, on perd jamais du temps, on gagne du temps parce que le but de la recherche, c'est d'apprendre. Du coup, si aujourd'hui, vous êtes à 20% de discovery et 80% d'implémentation au delivery, pour essayer de changer un petit peu ce balance-là, il faut tout simplement essayer de mettre un peu moins dans votre sprint, genre moins de choses dans votre sprint. Essayez de nettoyer un peu votre backlog. Il n'y a pas besoin d'avoir un backlog avec 400 choses dedans. Si à chaque sprint au backlog, si à chaque backlog grooming, vous rajoutez des nouvelles choses à la place de nettoyer ce qu'il y avait, il n'y a pas de sens de garder les choses qui étaient rajoutées il y a un an. Du coup, la place, c'est toujours possible de la faire. C'est juste une question de volonté et c'est une question de voir en fait l'impact que ça peut avoir. Et sur ça, moi, je vous demande de le faire, de le documenter surtout, même avec des petites initiatives, toujours documenter, montrer l'impact. C'est quelque chose qu'un PM sait faire, c'est montrer l'impact de son travail. C'est en fait appliquer le même mindset, mais sur le côté recherche, en disant, écoutez, cette fois-là, on a fait cette partie-là de recherche, on a pu gagner cette partie-là de temps, on est allé plus vite, on a appris ça, ça et ça. Et voilà, c'est là, et c'est documenté. Et si quelqu'un il veut réutiliser ça, bah, c'est documenté, allez-y, et c'est partagé, et il faut juste l'utiliser. C'est une question entre un peu de mindset et de process, d'application des méthodologies. Ouais, et puis si ça vous est arrivé pour compléter avec Fabiano, repartez aussi de vos expériences du passé pour pouvoir montrer justement l'impact des projets qui peuvent se faire sans user research. Ouais. Merci pour les questions. Ouais, on en a plein là qui ont popé, donc c'est chouette. Et celle qui arrive juste après, c'est celle de Cécile qui demande quelle est l'organisation, la hiérarchie que tu as eue, enfin les organisations hiérarchiques que tu as eues, Fabiano. Et est-ce que tu étais dans la même équipe? Est-ce que tu étais sous un CPO? Donc il y a toute cette notion vraiment d'orga. Ok, j'ai vu pas mal de structures différentes, notamment dans ma première expérience quand j'ai été chez Uniplaces. On a commencé avec seulement 2 designers. Du coup, notre chef, c'était le head of product. Et après, au fur et à mesure, on a grandi jusqu'à 5 personnes dans l'équipe. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait besoin d'un manager pour gérer toutes les petites interactions entre nous. En fait, on travaillait un peu en mode agence, mais à l'intérieur de notre boîte, c'était pas trop la bonne façon de travailler.
On a fait une réorg, on était chacun dédié à une partie du produit. Et du coup, on était owner de cette partie-là, on était responsable de cette partie-là et notre head of design, un des choses qu'il faisait, pas la seule chose qu'il faisait, mais un des choses qu'il faisait, c'était de coordonner les différentes initiatives sur chaque problématique. Okay. J'ai pu voir aussi chez Itch la possibilité d'avoir un head of design, mais qui était très hands-on. Du coup, en gros, c'était un peer, c'était un collègue. Il avait aussi ses problématiques à lui à résoudre sur le produit et tous on répondait au head of product. Chez MetaLab, c'est une configuration complètement différente parce que c'est une product agency. On n'a pas de PM, on a ce qu'on appelle producer. Moi, je dirais que c'est quelque chose de très similaire à un product owner ou un project manager, mais je travaille avec un design lead. Du coup, c'est une relation différente. C'est un peu à la place de travailler en binôme avec un PM, je travaille en binôme avec un design lead. Et là, je peux vous dire que l'overlap, elle est encore plus poussée parce qu'on travaille dans le même fichier Figma, on travaille dans le même Notion pour définir les tâches, etc. Du coup, ouais, je pense que c'est pour ça que je pousse beaucoup sur la collaboration et sur la communication parce que sinon, c'est juste pas possible. Ouais. Trop bien. Super, merci Fabiano. Il y a la question qui arrive juste après, c'est celle de Decio qui demande en gros comment est-ce que tu fais pour gérer, parce que les PM ils vont souvent arriver avec des produits, avec une bonne idée du produit à faire sur le comment en tout cas. Comment est-ce que tu fais pour désamorcer un peu ce sujet-là et pour prendre la main sur ce comment et du coup récupérer ce sujet et faire passer ton avis et avoir ton impact là-dessus. Je pense que il n'y a pas de question de prendre la main sur un sujet. Je pense que c'est un sujet partagé et encore une fois, il faut faire confiance à les capacités de chacun. C'est-à-dire, OK, le sujet, on le prend ensemble, on partage ce sujet-là. Sur la partie où toi, tu as plus de compétences, ben vas-y, c'est toi qui vas gérer ça, c'est toi qui es owner de cette partie-là. Et sur la partie où moi, j'ai plus de compétences, je vais gérer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi aller dans le côté de l'autre personne. Si on veut apprendre, si on veut s'améliorer sur certains aspects, en fait, c'est toujours dans l'idée de partage et de communication pour collaborer de la meilleure façon. Je vais faire un exemple tout simple. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec un PM qui n'était pas trop à l'aise avec certains frameworks de priorisation des tâches. Bah, moi, tout simplement, j'ai pris le dernier que j'avais utilisé, que j'avais appris avec mon PM précédent. J'ai dit, écoute, ça s'est bien passé, on a fait ça. Allez, vas-y, on essaie de le faire. On l'a fait ensemble. Et je pense pas que moi, j'ai pris la main sur ça, ni lui, il a pris la main sur mon sujet à moi. C'était juste de la collaboration. C'est sûr que c'est assez impossible de communiquer et si c'est impossible de travailler ensemble, vous n'arrivez pas à prendre la main. Et il y a une partie de la question, Fabiano, que je t'ai peut-être mal tourné, mais ce que je vois là, c'est aussi comment est-ce que tu fais comprendre au PM qu'il faut t'intégrer dès les premières phases du projet, ou est-ce que justement il n'y a pas forcément à le faire comprendre et que c'est, comme tu dis, une question de confiance et que dans le workflow classique, il y a une confiance naturelle qui s'établit. Je pense que quelque chose que j'ai appris, par exemple, là, dans mon expérience chez MetaLab, parce qu'on change de projet tous les 3 mois, du coup, on travaille avec une nouvelle équipe tous les 3 mois. En fait, il faut être explicite. Il faut pas attendre que les choses nous arrivent dessus. Il faut être explicite. Si on arrive, on vient d'être embauché dans une boîte, on est dernier arrivé, et on voit qu'en fait, ça se passe, je sais pas, je fais un exemple très, très simple, mais des stakeholder meetings entre PM et des autres équipes, et toi, t'es pas invité, bah, tu le dis, est-ce que je peux venir? Je pense que personne ne va te dire non, tu peux pas venir. Tu vas aller au stakeholder meeting, tu vas essayer de comprendre si ça peut avoir de la valeur pour toi en tant que designer ou si en fait ça suffit d'avoir un compte rendu fait par le PM. Mais en fait, il faut juste se lancer, il faut être explicite, il faut le dire, parce que plus on attend et plus on perd d'opportunités. Super, et ça fait une bonne transition, je trouve aussi, avec la question de Charles qui pop en deuxième position. Je fais un peu de teasing. Quand vous vous fritez justement avec les PM, si ça arrive, c'est sur quoi en général? Sur quel type de sujet en particulier vous allez vous embrouiller ou mal vous comprendre, ou est-ce que ça peut générer des frictions? Je pense qu'il y a souvent, en tout cas, ça m'est arrivé à moi
de voir ça. Pas que ça frite ou ça part en discussion et tout ça, mais c'est plus sur le côté, autant que designer, en fait, ils nous demandent beaucoup, notre manager et les founders, par exemple, d'une boîte, ils nous demandent beaucoup d'avoir une vision, de designer, de créer des expériences qui vont au-delà de ce qu'on a actuellement. Mais au même temps, on a de l'autre côté le PM qui tire dans son sens en disant oui, c'est trop bien ce que tu fais, mais on a besoin de faire quelque chose qui soit possible d'implémenter dans le sprint, dans les prochaines 2 semaines. Du coup, je pense que c'est là que ça peut arriver des petites discussions. C'est-à-dire, toi, tu as designé un super flow, tu as fait attention à utiliser tous les composants qui existent déjà, tu essaies de faire vraiment que tout ça passe bien pour qu'il soit implémenté de la façon comme toi tu l'as designé et comme toi tu l'as testé et validé. Mais il y aura toujours des choses qu'en fait, ils vont rester dans la version 2 ou dans la version 3 de ce projet-là. Sur ça, ça peut avoir des discussions et je pense que, pareil, il faut d'abord, en tant que designer, il faut avoir en tête le fait de designer ce qu'on appelle le MVP, mais que c'est pas le MVP, c'est désigner l'expérience la plus simple pour apprendre. Et après, il y aura le temps, une fois qu'on a validé l'impact, pour le rendre magnifique et tout ce qu'on avait en tête. En fait, je pense qu'il faut penser par étapes. Et du coup, je pense que ce serait ça le conseil, c'est de changer un peu le mindset. Le PM, c'est pas qu'il nous dit ah non, on va pas faire ça parce qu'il n'aime pas notre boulot. C'est parce que il a une connaissance et il a une vision différente qu'il faut intégrer autant que designer quand on travaille sur certains sujets. Super, top. Je vais devoir presser tout ça parce qu'il ne reste plus qu'une minute. Je vous propose de finir avec une question que je trouve à titre perso hyper intéressante. C'est le product manager est-il voué à disparaître? Qui fait aussi un peu peur. Est-ce que c'était pas juste un poste polyvalent qui va être remplacé par des spécialisations product marketing, product design, product delivery? C'est une question de Romain. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Fabien? Moi, pour avoir vécu une réalité dans une startup sans PM, je pense pas que ça va disparaître bientôt le PM parce que c'était vraiment une galère de ne pas avoir un PM dans une équipe produit. Du coup, je pense pas. Je pense que, et je reviens un peu au point du début de notre échange, c'est qu'en fait, il faut pas penser par titre de poste, il faut penser par compétence. Et un product manager, il y aura toujours ses compétences. Il peut se spécialiser dans certaines choses je reviens en data, mais ça peut être aussi de prototypage. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un PM qui était bon en prototypage. Il comprenait tout la valeur de faire du prototype, de le tester et d'aller lui-même les tester avec les utilisateurs. Peut-être que ça changera de nom, mais ça va pas disparaître. Et franchement, moi aussi, au début, je pensais que j'étais un UI designer, jusqu'à quand mon manager, il m'a dit, en fait, t'es un product designer, tu vois. Parce qu'il avait une expérience aux États-Unis et là-bas, ça s'appelait product designer. Je pense que ça va juste changer de nom, mais ça va continuer à être là. C'est top. Bon, merci beaucoup Fabiano et merci beaucoup à tous les deux. C'était hyper intéressant. Je suis désolé, on va devoir lâcher l'antenne maintenant là. Toutes les questions qui n'ont pas été répondues, on va les exporter, on va les garder, on va y répondre par la suite. Il y a un replay qui va être accessible aussi. Donc tout ça va être bien conservé. Vous pouvez le voir et le revoir à l'infini et écouter Fabiano et Marion parler de tout ça à l'infini. Et si vous voulez l'envoyer directement avec moi sur LinkedIn ou l'email, n'hésitez pas, je vais prendre le temps de répondre si j'ai les réponses. Merci beaucoup.